Les Ukrainiens mènent avec beaucoup d'audace une opération militaire à l'intérieur même de la Russie. Il faut rappeler que les Occidentaux ont changé d'attitude, la plupart. Ils étaient assez timorés il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, beaucoup assument la légitime défense de l'Ukraine. Est-ce que, selon vous, cette opération est légitime? Défendre ses frontières, défendre le front ukrainien, nous avons toujours considéré que c'était tout à fait légitime. Utiliser du matériel français pour bombarder des positions russes en Russie, nous considérons que c'est un pas dangereux qui est fait, qui pourrait nous entraîner dans ce qu'on a appelé la co-belligérance. Certains disent que ça existe, d'autres ça n'existe pas. Nous considérons que c'est un pas dangereux. Même si ce sont des positions desquelles la Russie tire sur l'Ukraine. Nous considérons que c'est un palier supplémentaire qui peut être franchi et qu'en tous les cas, ça ne va pas dans le sens de trouver une sortie diplomatique à ce conflit. Là encore, si Emmanuel Macron pouvait prendre des initiatives, elles seraient les bienvenues, mais je crois qu'il est préoccupé plutôt par lui que par le sort de la France et du monde. On va continuer la discussion avec Xavier Titelman. Je vous en prie, Xavier Titelman, rejoignez-nous. Merci beaucoup d'être là. Voilà, je ne veux pas vous créer artificiellement un débat, mais comme je sais que vous êtes très engagé quand même, vous pouvez peut-être... Alors, Xavier Titelman est un cas intéressant. Il est assez à droite, c'est un souverainiste, pur jus. De ce point de vue-là, il n'est pas si loin de vos idées, je crois. En revanche, sur les questions de l'Ukraine, alors là, je pense qu'il est en désaccord total avec ce que vous venez de dire concernant l'usage des armes. Bien sûr, il y a la légitime défense déjà qui permet à tout pays agressé de se défendre. Il y a la simple symétrie quand la Russie se permet de viser des milliers d'après l'ONU, de centres de soins, de santé. Il est normal que le pays agressé puisse se défendre, quel que soit l'emplacement du tireur. Et donc quand la Russie viole tous ses engagements, c'est du terrorisme d'État. Il est normal que le pays agressé puisse répondre, y compris avec nos armements. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut nous amener à franchir un pas vers un conflit mondial dans lequel on serait entraîné malgré nous? Le seul risque d'escalade, c'est qu'on laisse la Russie continuer. Si la Russie c'est pas continue, le cas d'ailleurs. C'est le Nous, cas. on défend pas le fait de laisser la Russie continuer. On pense qu'il faut aider l'Ukraine à se protéger, mais la nécessaire solution diplomatique, elle doit aussi être envisagée. Mais la solution diplomatique arrivera si l'Ukraine n'est pas en position de faiblesse. Si on laisse l'Ukraine se faire taper dessus par n'importe quel matériel militaire qui serait en Russie et qu'elle pourrait utiliser naturellement parce qu'on ne pourrait pas lui permettre de répondre, dans ce cas-là, effectivement, il y aura un engrenage, ce sera toujours pire pour l'Ukraine et toujours plus simple pour la Russie. La Russie a arrêté son offensive sur Kharkiv parce qu'on a permis à l'Ukraine de se défendre et d'empêcher aux Russes de tirer sur son territoire. Il faut faire ça sur la totalité du front. Merci de l'échange de vues. Un mot encore plus général. Il y a ceux qui disent en gros, on est en train d'aller toujours plus vers une forme de troisième guerre mondiale. Oui ou non, votre sentiment là-dessus, puisque vous avez changé vos vues? On peut y échapper. Moi, je crois qu'on peut échapper à l'idée d'un troisième conflit mondial. Je le pense sincèrement. Mais encore faut-il qu'il y ait des initiatives qui soient prises. Je citais tout à l'heure l'Inde. Je trouve qu'il y a des initiatives positives qui sont prises sur la planète pour essayer de s'en sortir. Je trouve que l'Europe, on ne l'entend pas. Que la France, on ne l'entend pas. Or, on a, soi-disant, et je le crois, une voix singulière à l'international. Moi, j'aimerais qu'on entende la France. Ça, je suis totalement d'accord. Notre diplomatie a néanmoins permis de faire en sorte que la Biélorussie ne s'engage pas dans le conflit. On a quand même quelques succès de la diplomatie française. Mais quand on a essayé de parler à Poutine, on s'est simplement fait ridiculiser par Poutine. Tout le monde se moquait de nous parce que simplement, encore une fois, la Russie ne respecte aucun de ses engagements, quel que soit le niveau auquel ils sont tenus, que ce soit le président ou les accords signés depuis la fin de l'URSS. Merci à l'un et à l'autre. Merci, monsieur le député, d'avoir été avec nous. Évidemment, nous suivrons les suites de ce feuilleton gouvernemental. Merci beaucoup. On poursuit avec vous, Xavier Titelman, sur ce front de la guerre extrêmement nourri, puisqu'on assiste ce soir à un nombre d'événements très considérables. On va détailler les images, les informations, les déclarations. Alors, il y a ce qu'on vient de voir avec la menace nucléaire des Russes. Il y a le nucléaire civil avec l'affaire de Koursk. Et puis, il y a l'avancée extrêmement impressionnante des Ukrainiens sur le territoire même de la Russie. On peut peut-être commenter ensemble cette séquence. C'est une séquence de combat, c'est une séquence tournée par l'armée ukrainienne, il faut le préciser, avec les Ukrainiens qui progressent. Je ne sais pas si on peut commencer à la regarder. Et vous qui suivez de très près le détail de la guerre, vous allez essayer de la commenter. En tout cas, on voit à quel point les Ukrainiens progressent. Alors, ils renoncent plus à progresser, mais à mon avis, c'est plus un progrès très limité qui leur permet d'avoir des gains parce que, à ma connaissance, ils commencent à construire des lignes de défense sur le territoire russe pour se protéger des futurs assauts qui ne manqueront pas d'arriver, parce que la Russie, par contre, a mobilisé, a priori, déjà 30 000 hommes qu'elle est en train d'acheminer dans la région. Et le
le fait d'avancer aujourd'hui, c'est plus pour garder ces gains territoriaux, c'est pour permettre la création d'une ligne de défense. Et donc je pense que les Ukrainiens ne vont plus trop bouger, vont peut-être reculer de quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, pour se mettre sur ces lignes de défense qu'ils sont en train de construire aujourd'hui. Mais oui, on le voit qu'ils continuent à avancer, on voit qu'ils continuent à détruire du matériel russe, et on voit que quand ils poussent, ils continuent à être capables d'enfoncer le dispositif russe qui, nécessairement, n'a pas encore réussi à réellement se structurer. Quand on voit ces images-là, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'évidemment, chaque camp montre les images plutôt dans son intérêt. Bien Ça, sûr. c'est une bonne guerre. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'on se bat à l'intérieur de la Russie. Et même quand les Russes essaient de montrer des images à leur avantage, ça montre quand même que voilà, les Ukrainiens progressent. Les seules images à leur avantage que les Russes partagent, ce sont des drones type Lancet qui vont être capables de taper sur un blindé ukrainien. Et ça nous fait découvrir que les Ukrainiens sont encore plus loin que ce qu'on croyait. C'est-à-dire que même les images que eux partagent sont parfois à leur désavantage. On a une image avec un hélicoptère Ka-52 russe qui détruit soi-disant des blindés et des véhicules ukrainiens. Et après analyse des images, c'était en fait des camions russes. Donc en plus, même les images qu'ils essaient de partager comme étant des succès, c'est souvent à leur désavantage. Ces images-là, qu'est-ce que vous en tirez? Alors, c'est des images, on a beaucoup vu pendant le cours de cette guerre, mais cette fois, la grande différence, évidemment, c'est qu'on est en territoire russe. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle les open fields, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de protection, ça veut dire que la couverture aérienne russe n'est pas assurée au profit de leurs propres forces au sol. Normalement, quand on est dans des champs comme ça, en tout cas du côté ukrainien, personne ne passe. Les hommes qui avancent comme ça sur 1500 mètres en plein champ, ils se prennent des obus, ils se prennent des drones. Les Ukrainiens peuvent se permettre de se déplacer dans des environnements très très ouverts. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que la défense russe n'est pas présente, mais que l'aviation russe non plus n'est pas disponible. Là, l'usage de toutes les armes. Je ne sais pas quelle arme est utilisée ici. Alors, il faudrait voir le travers, ça doit être un CZ, je ne suis pas sûr, mais il y a des rails Picatinny sur le dessus, donc c'est forcément un armement moderne fourni certainement par les alliés de l'Ukraine. Mais Il y a en général les mardeurs allemands. oui, alors sur les blindés, il y a de l'allemand. A priori, il y a eu des chars Challenger britanniques qui ont été engagés. Les Russes disent qu'il y aurait eu des chars Abrams américains. On ne les a pas réellement vus, mais eux le prétendent. Il y a certainement des véhicules de transport de troupes français, des VAB. A priori, il y a des Patria polonais, des gros transports de troupes avec un canon sur le dessus. Et des chars polonais, eux-mêmes le revendiquent. Ils s'en font même gloire. Ils disent nous sommes fiers. Alors les chars PT-91 polonais sont quand même des chars soviétiques très très modernisés, mais oui, c'est une version polonaise très améliorée du char T-72. C'est vrai que je le considérais pas totalement comme char occidental, mais oui, eux, ils ont fourni à ma connaissance quasiment 300 chars, les Polonais, 300 chars PT-91, donc c'est une grosse masse de manœuvres qu'on n'a pas beaucoup vu au combat par le passé, et forcément ça veut dire qu'ils sont restés en réserve, et là ils les exploitent. Là, le président Zelensky parle d'un test de missile balistique. C'est une des nouvelles principales de la journée qui ferait que l'Ukraine monterait encore en gamme. On va écouter d'abord sa déclaration. Il l'a faite tout à l'heure, c'était une grande conférence de presse à Kiev. Et ça a été évidemment une très grande surprise que le président ukrainien annonce cela. Nos hommes travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les entreprises de défense. Le premier missile balistique ukrainien a été testé avec succès. Je félicite notre industrie de la défense pour cela. Mais je ne peux pas donner plus de détails sur ce missile. Alors, qu'est-ce qu'on peut présumer pour l'instant de ce missile? C'est une annonce, évidemment, de missile balistique. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux missiles, disons, plus classiques dont on nous parlait jusqu'à présent? Traditionnellement, on a ce qu'on appelle des missiles de croisière qui sont air breathing targets, c'est-à-dire qu'ils vont absorber de l'air et qui vont avancer avec, par exemple, des réacteurs en très basse altitude. Ils vont suivre le terrain et ils vont avoir parfois quand même ça des centaines, des milliers de kilomètres de portée. Les missiles balistiques, c'est pas la même chose. C'est des missiles qui vont partir très très haut dans le ciel, parfois à plus de 1000 km d'altitude. C'est ce que l'Iran a utilisé contre Israël, par exemple. Et ces missiles, le gros avantage, c'est qu'ils vont être capables d'avoir une charge utile beaucoup plus importante. On peut parler de centaines de kilos d'explosifs, et c'est des portées qui vont être souvent aussi plus élevées. Par exemple, a priori, ce qu'ont développé les Ukrainiens, c'est un programme qui avait commencé au début des années 2010, qui avait été cofinancé avec l'Arabie Saoudite, qui avait investi des dizaines de millions de dollars dans ce développement. Après la guerre de 2014, au début de la guerre, les Ukrainiens avaient eu du mal à continuer, mais ils avaient quand même continué leur développement. Et c'est un missile qui s'appelle le Krim 2, qui est la suite du Grom, qui était conçu par les Ukrainiens à l'époque soviétique, et qui aurait une portée de plus de 500 km, et que les Russes prétendent que les Ukrainiens l'avaient déjà testé en novembre 2023 sur la Crimée, et les Russes disent qu'il y aurait une portée qui serait de 700 km. Le gros avantage pour les Ukrainiens, c'est que logiquement, ils sont limités à 300 km avec tout ce qu'on peut leur fournir,
et notamment les missiles ATACMS. Mais là, ils auraient une capacité d'avoir un missile qui va à 700 km avec une charge utile beaucoup plus lourde, on parle de centaines de kilos d'explosifs. C'est-à-dire qu'il y aurait des dégâts qui seraient largement supérieurs à ce qu'on peut voir avec les petits drones qu'ils utilisent aujourd'hui avec beaucoup de succès. Dans quelques instants, on entendra Max, c'est un de ces combattants français volontaires qui combattent aux côtés des Ukrainiens. Il pourra d'ailleurs nous dire quelques mots des images de combat, y compris dans les tranchées, puisqu'il s'est battu dans les tranchées. Vous le connaissez, vous aidez un certain nombre de combattants ukrainiens, vous travaillez avec eux. Qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce qui fait que là, tout à coup, en août, septembre 2024, la guerre a changé visiblement de gamme, de statut. Les Ukrainiens ont repris de la puissance. J'ai jamais été de ceux qui disaient qu'ils étaient en train de s'effondrer. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a un moral qui a énormément changé. Ils ont enfin les F-16. Ils sont à égalité, à parité en termes d'artillerie. Ils tirent 3 fois moins en termes d'obus, mais par contre, comme leurs obusiers sont plus efficaces, notamment les systèmes César par exemple, finalement, ils sont à égalité en termes d'efficacité. En nombre de chars, ils ont perdu peu de chars, et d'après les analyses par exemple du New York Times, l'Ukraine a autant de chars opérationnels que la Russie aujourd'hui. La levée des troupes a eu un effet. Par le passé, j'étais avec la 58e brigade, ils passaient 20 jours dans la tranchée, ils avaient 3 jours de repos. Maintenant, ils ont 10 jours de repos parce qu'il y a suffisamment de monde pour organiser une rotation. Et donc, on a comme ça cette montée en puissance qui continue à arriver, et les Ukrainiens avaient des dizaines de milliers d'hommes sur leurs frontières qui finalement ne servaient pas à grand-chose, et en face, les Russes n'avaient rien. Donc là, ils ont profité de cette opportunité pour aller sur le territoire russe, et ça leur donne encore une volonté supplémentaire. Quand j'étais sur place à Pokrovsk, je m'imaginais qu'ils allaient dire c'est du gaspillage de force, etc. Sauf qu'ils savent qu'il n'y a pas eu de déplacement de troupes du Donbass vers cette zone. C'était ceux qui tenaient la frontière qui ont avancé, qui ont réussi à progresser. Et par contre, la Russie, depuis qu'on l'a observé, a déplacé des troupes et a arrêté la quasi-totalité de ses offensives depuis à peu près la mi-août, depuis le 13-15 août. Il y a une zone dans laquelle ils poussent, c'est Pokrovsk. Et ensuite, ils envoient toutes leurs autres forces vers Koursk, ce qui est forcément à l'avantage de tous les combattants ukrainiens. Vous dites que les Ukrainiens ne faiblissent pas. Effectivement, non seulement ils ne tiennent pas compte de ces mises en garde, mais en plus, ils vont encore plus loin. C'est, disons, l'actualité de la soirée avec les nouvelles opérations à Belgorod. Si on regarde la carte de tous les fronts qui sont ouverts, les Ukrainiens attaquent systématiquement sur un très grand nombre de fronts. Du côté de Belgorod, mais aussi, on l'a vu précédemment, la côte de Krasnodar, évidemment à Koursk, etc. Chaque jour ou presque, il y a une nouvelle offensive. Alors, les attaques à très longue distance, c'est un succès de plus en plus important. Il y a la première attaque à plus de 2000 km réussie sur un centre de gaz qui est vraiment dans l'est du pays, 2400 km de survol sans que les Russes ne soient incapables d'intercepter ce missile de croisière drone low cost. Et après, effectivement, ces bombardements sont des succès dans la profondeur. Ça permet d'affaiblir la Russie dans sa production de carburant, dans ses usines ou même dans sa logistique. Mais par contre, les incursions terrestres, effectivement, sur Koursk, c'est un succès inespéré, en tout cas bien au-delà de ce qu'ils espéraient. Et à ma connaissance, les Ukrainiens, on leur a dit foncez, allez plus loin possible sur telle route, et ils ont été tellement loin que ceux qui étaient en tête, on leur a demandé de revenir de quelques kilomètres parce que c'était inattendu qu'il y ait aussi peu de répondants en face. Est-ce qu'on est au stade où ils arrivent, disons, à désorienter les Russes? Parce que ça fait tellement de fronts simultanés. Parfois, comme vous le dites, c'est juste un coup ponctuel. Là, quand même, Belgorod, Koursk, la mer Noire, la Crimée, etc. Mais il profite du fait que la Russie n'avait quasiment plus d'armée pour tenir sa frontière. La Russie avait tout mis pour son offensive pour essayer de prendre le Donetsk, le dernier oblast qui leur manque. Et donc, logiquement, quand les Ukrainiens avancent dans une zone libre, ils vont imposer à la Russie de redéployer leurs troupes. Et on le voit aujourd'hui, on sait d'où viennent les troupes qui ont été redéployées dans la région de Koursk. Et si jamais, effectivement, ils avancent autour de Belgorod, là, il va falloir encore plus de troupes. On estime qu'aujourd'hui, la Russie a déjà redéployé entre 30 et 40 000 militaires de la zone de conflit et également des réserves et notamment des conscrits qui ne savent pas se battre, qui sont très très mauvais au combat, pour les mettre autour de Koursk. Ça va être la même chose s'il y a également un assaut sur Belgorod. L'offensive sur Belgorod, parlons-en justement. On voit des images d'évacuation, c'est-à-dire c'est pas la première fois qu'ils sont à Belgorod, mais cela cumulé aux autres opérations, ça c'est nouveau. Pourquoi Belgorod est intéressant pour les Ukrainiens? Alors, si on zoomait sur la carte, vous savez que la Russie avait fait une offensive en mai dernier pour avancer vers la ville de Kharkiv.
Et c'est-à-dire qu'il y a quelques dizaines, centaines de kilomètres carrés d'Ukraine qui sont occupés par des Russes aujourd'hui. Et on voit que les Ukrainiens ont attaqué à l'est et à l'ouest de cette position. Donc soit ils veulent refaire la même chose que ce qu'ils ont fait à Koursk, soit ils essayent de refermer une pince à l'arrière des Russes qui occupent le territoire ukrainien. Et à ce moment-là, ce serait pour libérer leur territoire, pas sur la zone dans laquelle les Russes se sont fortifiés, mais en passant sur l'arrière de leurs frontières. Si c'est ça qu'ils essayent de faire, en tout cas, ce sera un coup de génie. Là, ces images-là, elles sont vues en Russie. On a pas mal de contacts en Russie qui disent pour la première fois, il y a une partie de la population qui vacille un peu, qui se dit il se passe quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il serait temps que le russe moyen se rende compte de ce qui se passe. On a la preuve aujourd'hui qu'il y a 0,4% de la population masculine qui a été tuée dans cette guerre. On a encore 1% qui est blessé. On est quand même à plus de 500 000 pertes prouvées uniquement pour ceux dont on a le nom nominatif, avec 360 000 blessés, invalides de guerre, pour lesquels il y a eu un financement l'année dernière dans le budget national russe. On est sur des chiffres, les gens ne peuvent plus continuer à ignorer que cette guerre existe. Et plus ce temps passera, plus ce seront d'infrastructures critiques qui seront touchées, de plus en plus loin sur le territoire. Moi, j'ai des contacts qui développent un missile de croisière qui va à 3000 km en Russie. Et donc, avec les missiles balistiques, avec la multiplication de ces missiles, ils en produisent à plus de 50 par jour, les Ukrainiens. Ça ne peut que devenir de pire en pire pour les Russes. J'espère que la population va s'en rendre compte et va faire pression sur leur pouvoir public. Les sceptiques vous disent, les sceptiques sur cette opération, au fond, c'est une tradition russe. Déjà, 1812, Napoléon, on le laisse avancer, les armées allemandes, on les laisse avancer, et puis le territoire russe est tellement immense que, à la fin, on répond. Il n'y a pas de volonté de la part des Ukrainiens d'aller jusqu'à Moscou ou d'aller beaucoup plus loin. Napoléon a fait brûler Moscou, c'est pas exactement lui d'ailleurs qui l'a fait à l'époque, c'est les Anglais, mais ils ne veulent pas avancer plus loin. Le simple fait d'avoir pris en 3 semaines plus de 1000 km². C'est les Russes qui ont fait brûler Moscou. Pourquoi dites-vous les Anglais? C'est les Anglais qui étaient à Moscou pour faire brûler les Anglais et les Russes. Mais c'est quand même les chimistes anglais qui étaient présents à Moscou. On en discutera. On aura Louis Sarkozy plus tard, le passionné de Napoléon. On va en parler. Voilà. Mais je me suis perdu. L'égalité territoriale que les Ukrainiens ont réussi à prendre, 1200 km² uniquement pour ce qu'on peut prouver en source ouverte, c'est supérieur à ce que les Russes ont pris dans le Donbass depuis le début de l'année. Donc on a cet échange territorial, ça vaut peut-être le coup d'investir la Russie plutôt que de gaspiller ses forces à défendre des villes qui sont aujourd'hui des champs de ruines. Il y a une jubilation ukrainienne, il y a un sentiment de l'Ukraine que la victoire est repassée dans son camp. On verra si ça dure ou si ça ne dure pas, comme disait justement la mère de Napoléon, hein, pour vous que ça dure, vous vous rappelez? Oui, avec son accent. Corse. Zelensky qui dit il y a un plan. Il y a un plan et tout ça fait partie d'un plan d'ensemble. C'est pas juste une incursion ou un raid, etc. On comprend bien déjà que c'est plus que ça, mais il dit encore davantage, c'est un plan pour faire plier la Russie. Kursk est une partie de notre plan pour la victoire de l'Ukraine. Ce plan sonne peut-être ambitieux, mais ce plan est très important pour nous. Je peux en évoquer certaines parties. Une partie qui a déjà été réalisée est Kursk. Une autre partie est une poussée puissante pour obliger la Russie à arrêter la guerre de façon diplomatique. Et je pense qu'il serait juste d'en parler d'abord au président des États-Unis. Le succès de ce plan dépend de lui. Et je pense que je lui présenterai en septembre. Xavier, quel est le calcul? Mais imposer la fin de la guerre de manière diplomatique. Et là, c'est très clair. Si on arrive en position de force, que la Russie est certaine qu'elle ne pourra pas conquérir le Donbass, et aujourd'hui elle a quand même d'énormes difficultés à progresser, même si vers Pokrovsk ça avance, il faudra quand même des années au rythme actuel pour prendre le Donbass. Si le président américain accepte effectivement de soutenir l'Ukraine à un niveau qui permettrait de garantir à la Russie qu'elle n'arrivera jamais à son objectif, oui, demain je suis convaincu qu'elle va passer aux négociations. Quelle est l'allusion du président Zelensky quand il dit « il faut que j'en parle aux Américains » ? Mais parce que les Américains sont les seuls qui peuvent garantir une force, une frappe de manœuvre suffisamment importante. Je redonne toujours cet exemple. Ils ont 8000 chars Abrams. Ils en ont 3000 en réserve. Ils en ont donné 31. Si les États-Unis s'engageaient simplement à donner 1000 chars par an, demain, la Russie, je suis convaincu qu'elle arrête d'essayer de se battre parce qu'elle ne peut pas faire face à une telle masse de manœuvres. Donc, logiquement,
si la Russie arrêtait de le faire, les Américains n'auraient même pas besoin de mettre en œuvre ce plan de fourniture de matériel. Ils pourraient faire la même chose avec les F-16, avec les missiles de croisière. Le seul pays dans le monde qui a la capacité de fournir à l'Ukraine le matériel nécessaire pour gagner réellement physiquement la guerre, c'est les États-Unis. Et si les États-Unis s'engagent, demain, la Russie cessera cette guerre inutile. L'appui occidental, quelque chose s'est passé dans la tête des Occidentaux, parce que vous dites, voilà, effectivement, les Américains pourraient donner plus, mais Oui. ils ont dit, d'ailleurs ils l'ont déclaré il y a 2 ou 3 jours, oui, notre renseignement, nous le donnons, en partie en tout cas, aux Ukrainiens pour qu'ils frappent en Russie. Quel est le déclencheur qui a fait qu'ils ont changé d'avis? Mais je pense qu'enfin, ils ont voulu mettre en place une symétrie. Il faut appeler cette symétrie. Quand les Russes tirent depuis leur territoire, il faut être capable de détruire les Russes sur leur territoire. Quand une base d'aviation russe est à portée de missiles, il faut avoir le droit de pouvoir tirer sur cette base. Quand il y a des quartiers généraux desquels ils vont planifier les bombardements sur des écoles ou sur des hôpitaux, il faut être capable de les détruire. Donc cette symétrie, elle est en train d'être acceptée. Ça, c'est la logique que vous défendez, mais pourquoi ont-ils, eux, changé d'avis? Je rappelle, c'était sur notre antenne même, il était notre invité, secrétaire Blinken disait non, mais quand même, il faut faire attention, par exemple, pas d'homme au sol, ça, ils n'ont pas bougé, Oui. il disait, il y a un risque du nucléaire tactique. Ils disent qu'ils avaient intercepté les conversations, donc ils avaient l'air inquiets de cela. Plus maintenant. Mais parce que ces fameuses lignes rouges n'existent pas. On le voit bien, à chaque fois qu'il y a eu des lignes rouges qui ont été évoquées par la Russie, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient simplement pas crédibles. Et du coup, on s'est imposé des restrictions qui font qu'aujourd'hui, on est toujours en guerre, alors qu'on aurait pu gagner cette guerre à la fin de 2022 si on avait correctement soutenu les Ukrainiens. On ne donnera jamais de matériel de mêlée. Finalement, il y a des chars. On ne donnera jamais de F-16. Finalement, il y en a. On ne donnera jamais de missiles à longue portée. Il y en a. On ne tapera jamais sur le territoire russe. Finalement, tout se passe bien. Et à chaque fois qu'on donne à l'Ukraine la possibilité de se défendre correctement, il y a moins de morts dans le camp ukrainien, il y a moins de bombardements. Et si on n'avait pas donné toutes ces autorisations à l'Ukraine, aujourd'hui, la situation serait encore plus critique. Il y aurait plus de morts, il y aurait plus de déplacés, et il y aurait plus de personnes qui seraient sous occupation russe, comme on le voit avec les drames qu'on connaît sur Mariupol. Donc là, je pense qu'il y a une conscience aujourd'hui que même quand les Ukrainiens attaquent le territoire russe avec les armements qu'on leur a fournis et leur propre armée, finalement, ça ne pose pas de problème et le nucléaire n'est plus une menace crédible. Xavier Titelman, vous êtes actif, vous êtes observateur, très grand connaisseur de ce qui se passe, vous êtes aussi actif dans cette guerre en Ukraine, vous aidez notamment les Ukrainiens en matière de drones. Expliquez ce que vous faites exactement. Alors, il y a des collectes qui sont réalisées, qui sont gérées par les militaires eux-mêmes. Moi, je promeus ces collectes, la team Berlioz. Les gens mettent de l'argent, des centaines de milliers d'euros ont été collectés. Et les militaires achètent ce qu'ils veulent avec ça, notamment des drones, des optiques pour leurs fusils, des systèmes de protection, des brouilleurs anti-drones. Et j'assure une partie de la logistique. Je fais le facteur, mais je m'arrête là. Après, les actions que je conduis réellement avec l'argent qui est généré par ma chaîne YouTube, c'est de financer des équipements de protection pour les civils en particulier, des équipements électriques. Mais pour les militaires, dans l'histoire de ceux qui sont engagés auprès d'autres combattants à l'étranger, il y a toutes sortes de précédents, les républicains espagnols, pour y arriver, etc. Chacun selon ses camps et ses voilà. À qui vous vous comparez? je ne sais pas comment ça s'est passé sur les guerres précédentes en termes de soutien, mais c'est vrai que j'ai une amitié qui s'est développée avec un certain nombre de combattants, notamment les combattants francophones. Ils sont entre 50 et 70 en fonction des périodes qui sont engagées sur le territoire. Je me compare à personne, en tout cas ce qu'on fait là, l'important c'est qu'on sauve des vies aujourd'hui. Quand on offre un casque à un combattant, je ramènerai la prochaine fois, un combattant m'a offert le casque qu'on lui avait acheté, c'était un casque qui lui a permis de ne pas mourir parce qu'il s'était pris une balle en plein front. Si ça avait été un casque soviétique quand on l'avait fourni, il serait mort aujourd'hui, c'est simplement ça qu'on cherchait à obtenir. On va avoir au téléphone, parce qu'on a des problèmes de liaison, mais au téléphone, même au téléphone c'est très intéressant de l'entendre, il s'appelle Max. Bonsoir Max. Bonsoir. On voit, Max, la photo où vous avez une prise de guerre, c'est ce drapeau russe. Ça illustre un peu les combats que vous avez menés. Il faut rappeler, je ne vais pas faire toute votre biographie, mais vous avez combattu sur plusieurs fronts contre le groupe État islamique en d'autres temps et abondamment en Ukraine, y compris dans les tranchées. L'image qu'on voit ici, qu'est-ce que c'est ? C'était pendant la reconquête de l'oblast de Kherson. Et comment ça s'est passé ? Vous pouvez dire un mot de ça ? Ça illustre un petit peu le type de combat auquel vous avez participé. Donc c'était les Russes qui avaient des positions en tranchées très bien fortifiées et nous qui devions passer à travers tout ça, beaucoup de forêts, beaucoup de lignes d'arbres, donc beaucoup de mines. Et il a fallu, c'est donc encore un coup de génie du commandement ukrainien qui avait presque réussi à encercler et à créer une poche où 20 000 Russes se retrouvaient complètement bloqués de leur logistique. Ils ne pouvaient faire qu'une seule chose, en fait, c'était s'enfuir. Et les Ukrainiens les ont laissés plutôt s'enfuir sans trop
les massacrer sur le départ, et on a pu reprendre petit à petit l'oblast de Kherson. Est-ce Et que ça autour s'est fait en une vingtaine de jours. est-ce qu'autour de vous, beaucoup sont morts ou ont été blessés? Alors, en termes d'étrangers dans mon équipe, on n'a pas eu de blessés graves. On a tous eu des petites déchymoses, des petits bobos. Mais après, oui, les Ukrainiens ont eu des pertes. Nous, on a eu de la chance. On est une équipe de reconnaissance on travaille ensemble depuis très longtemps. Et on s'en est bien sorti. Après, il y a eu quand même il y a eu des pertes, forcément. Max, quand vous Oui. voyez, j'aimerais avoir votre regard sur les images qu'on a commentées tout à l'heure avec votre ami Xavier Titelman ici présent. Ce sont ces images de combat, cette fois en Russie. On est bien, et c'est évidemment la grande différence, cette fois on est sur le territoire même de la Russie. Vous êtes en contact, vous avez les retours évidemment de ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui vous revient de ces combats ? Les soldats, donc c'est des combats à certains endroits qui sont durs en fonction des positions de chacun, si on est pilote de drone ou à l'assaut ou à la reconnaissance. Il y a des combats qui sont durs, il y a des combats qui sont un petit peu plus faciles, on va dire. Il y a beaucoup de soutien. Là, ce qu'on me dit beaucoup, c'est que il y a beaucoup plus de soutien que sur les opérations précédentes, comme les incursions à Belgorod, où là on a vraiment des quantités de véhicules blindés, de tanks qui sont mis en place. On a vraiment du gros équipement. On a les missiles longue distance, les bombes planantes françaises et les bombes planantes anglaises qui viennent énormément aider. Et le moral est complètement différent sur ce type d'offensive, dans le sens où on a bien plus d'espoir, dans le sens où on voit beaucoup plus de matériel aller sur le terrain, et c'est beaucoup plus concret sur le terrain aussi. Est-ce que les retours, disons, est-ce que vous ressentez cette espèce de jubilation? On a vu beaucoup d'images de vos compagnons d'armes ukrainiens qui, en Russie, arrachent les couleurs russes pour mettre les couleurs ukrainiennes. Les Russes commencent à comprendre que la guerre ne se passera pas qu'en Ukraine, elle se passera aussi chez eux. Ils ne sont pas à l'abri derrière leurs frontières comme ils ont pu le penser. L'Ukraine est capable de faire de grandes opérations au-delà de ses frontières, et de mettre la pression sur la Russie et de pouvoir la battre sur son propre territoire. C'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau. Est-ce que, alors je sais que tu es en contact aussi avec pas mal de monde, est-ce que toi tu as aussi des retours du côté de Pokrovsk ou alors de Belgorod? Il y a des rumeurs autour d'une deuxième offensive. Sur Belgorod, apparemment aujourd'hui il y a quelques clashs qui ont commencé à se passer. Pokrovsk, la situation par contre est plus délicate. Oui. Clairement, le front de l'Est, il y a eu un peu de troupes qui ont été pris à l'Est. C'est pas catastrophique, mais forcément il y a un petit peu moins de munitions, un peu moins d'armes, un peu moins d'hommes, donc c'est un peu plus tendu à l'Est. Mais tactiquement, ça vaut le coup de perdre quelques kilomètres à l'Est pour gagner énormément sur ce côté du front, où là, en termes militaires, parce qu'on n'a pas tous les objectifs non plus en tant que simple soldat, il y a des objectifs à plus long terme, et il y a aussi l'objectif politique, où là, Poutine, encore une fois, toutes ces lignes rouges, et elles ont été toutes passé, et il n'y a eu aucune réaction auquel on s'attendait depuis des mois, et auquel l'Est s'attendait avec peur de réagir face à ça. Et en fait, on se rend compte on avait dit pas les F-16, pas les tanks, ne pas aller en Russie. Enfin, tout a été passé. On n'a eu aucune réaction gravissime comme une attaque nucléaire de la part de la Russie. Et donc là, ouais, c'est complètement différent. Et les Ukrainiens, ils disent en fait, on peut y aller, et ça redonne beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup beaucoup d'indices qui montrent qu'il y a des combattants étrangers en Russie. Est-ce que vous en avez, donc de combattants non ukrainiens, mais de combattants éventuellement français, américains, géorgiens, qui se battent maintenant aussi en Russie? Oui, ben ça c'est... Officiellement, il n'y a jamais eu ils ont toujours essayé de taire le fait qu'il y ait des étrangers. Et au fil du temps, on se rend compte qu'il y a toujours eu des étrangers qui ont été incorporés dans les incursions de Belgorod, en Crimée, et là actuellement à Koursk. Je connais actuellement un Australien qui est dans la zone, forcément quelques autres personnes, mais oui, on est utilisé. On fait partie de l'armée ukrainienne au même titre que n'importe quel soldat ukrainien. On est intégré dans les mêmes brigades, les mêmes bataillons. On n'est pas forcément entre étrangers, donc on viendra être déployé comme n'importe quel soldat ukrainien.
Avec la prise de risque que ça comprend, comment est-ce que vous l'assumez à titre, alors pas personnel puisque vous n'y êtes pas, mais des compagnons d'armes français, évidemment, ils seront des cibles privilégiées des Russes en Russie. De parler français, on évite de parler anglais, on évite de porter des patchs français. On essaie de se fondre dans la masse le plus possible. Aux radios, il faut éviter de parler des langages qui sont autres que ukrainien ou russe, parce que forcément on va attirer plus l'attention. On a des cibles prioritaires, il faut faire attention et puis surtout il faut être clean dans nos actes de guerre, parce que sinon on va se faire tomber dessus. Merci beaucoup, merci de votre témoignage, Max. Je rappelle que vous êtes volontaire français en Ukraine, ami par ailleurs de Xavier Titelman ici présent sur le plateau. Merci beaucoup, Max, de ce témoignage. C'est très intéressant ce qu'il dit là sur le fait que visiblement, d'abord les armes de toute origine, notamment françaises et autres, il parle de bombes planantes anglaises et françaises, mais aussi la présence de combattants français et autres compte, pas de façon décisive sans doute, mais pour le moral des Ukrainiens. Non, alors, à ma connaissance, la Légion internationale n'est pas engagée, mais il y a des étrangers qui sont présents dans certaines brigades ukrainiennes qui ont été engagés dans la zone. Moi, je connais des opérateurs de drones qui sont présents dans la région, et encore une fois, c'était des armes qui étaient présentes sur le front, parce que l'Ukraine a des dizaines et des centaines de chars qui ne servent à rien, qui sont présents juste au cas où. Et là, ils les ont simplement engagés. Mais avec une coordination et un entraînement qui sont maintenant forts, puisque ces hommes qui n'étaient pas au combat depuis plusieurs mois pour certains, ont fait ce qu'on appelle les groupes techniques interarmés, des GTIA, et ils ont, en avançant, c'est une coordination parfaite entre les chars, entre l'artillerie, entre la défense aérienne, entre les dronistes, et ils sont bons. C'est des gens qui ont tous l'expérience du terrain. Et là, on leur met quasiment pas de restrictions sur l'usage, par exemple, de l'artillerie, qui, on le sait, sur certaines autres zones, à certaines périodes, était plutôt une souffrance. Donc là, le fait qu'il y ait tout le matériel nécessaire, avec le soutien nécessaire, avec l'aviation nécessaire, et que les Russes en face n'aient pas suffisamment d'hommes, pas suffisamment de matériel et pas de soutien d'aviation, évidemment, le moral, il est bon. Et par contre, quand vous en parlez aux combattants, eux, ça leur rappelle un peu ce qu'ils avaient vécu au moment des grandes libérations. Kherson pour Max, ou alors le Donbass et la zone de Kharkiv pour tous ceux qui ont participé à ces opérations. Ça leur donne envie de participer à un moment où on n'est pas sur une ligne de front. La ligne de front, les guerres de tranchées, c'est pas ce qui est intéressant pour des militaires. Quand ils peuvent avoir une progression tactique, c'est ça qu'ils veulent faire. Et je connais beaucoup de combattants qui aimeraient être dans la zone aujourd'hui. Et ce qu'il dit est vraiment très frappant quand il dit oui, il y a des combattants français, anglais, etc., sans doute américains, géorgiens, ils évitent, ils font gaffe, parce qu'évidemment, si les Russes repèrent conversation, ils sont des cibles très privilégiées. Au début de la guerre, il faut savoir que c'était plutôt une guerre psychologique. On parlait volontairement français à la radio, même entre légionnaires ukrainiens, parce que quand ça parlait français, les Russes avaient peur en face. Et aujourd'hui, on sait que c'est plutôt une source d'intérêt pour eux, parce qu'ils sont payés, ils se reçoivent des primes quand ils tuent des étrangers, quand ils capturent des étrangers. Donc l'objectif, c'est de passer totalement inaperçu. Mais ce sont des soldats ukrainiens, de nationalité, oui, étrangère, comme les membres de la Légion étrangère en France sont de nationalité française, étrangère, et combattent sous le drapeau français. Que répondez-vous à ceux qui disent, il y a ceux qui vous applaudiront, qui diront bravo, bravo pour le courage, il y a ceux qui vous diront c'est dangereux. La Russie a montré dans le passé que quand elle frappait tout à coup, elle pouvait frapper avec une brutalité extrême. On l'a vu Grozny, la ville de Grozny qui a été rasée avec un mépris total pour tout ce qui est vivant. En réalité, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Mais oui, c'est une certitude. Les Russes sont une menace. Ils ont tué 2 millions d'Afghans. Ils ont tué un quart de la population tchétchène. Donc quand ils s'emparent d'un territoire, on n'a pas besoin d'aller si loin. Mariupol, 100 000 morts prouvés en source ouverte à Mariupol, juste par l'analyse de l'extension des cimetières, juste pour les civils. Donc on sait que c'est une catastrophe décomptée par Associated Press. Donc on sait qu'il faut absolument protéger la population, puisque dans les zones occupées, on sait exactement comment ça se passe. Les zones qui ont été libérées, Kherson, Izium, ce sont des villes dans lesquelles on a des témoignages d'à quel point les hommes étaient torturés, les femmes étaient déportées, et on a aujourd'hui 55 000 enfants ukrainiens qui sont déportés, qui sont en Russie, dans les négociations qui ont lieu avec le Qatar, via le Qatar, entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi le fait que la Russie rende les 55 000 enfants qu'ils ont enlevés, qu'ils ont fait adopter de force en Sibérie, parce qu'il y a un dépeuplement dans ces zones. On ne peut pas considérer qu'on va laisser les Ukrainiens s'effondrer, ou alors que, et ça je l'entends régulièrement,
régulièrement dans les hommes politiques qui nous disent « Oh là là, quand on soutient les Ukrainiens, on prolonge la guerre. » Mais quelle est l'autre option? L'autre option, c'est de les laisser s'effondrer, d'avoir plus de morts et plus de souffrance. Donc aujourd'hui, oui, il faut les soutenir et il faut permettre à l'Ukraine de ne pas être envahie parce que c'est la seule façon d'obtenir la paix et d'éviter que la Russie veuille aller plus loin en attaquant demain la Géorgie, la Moldavie ou les pays baltes. On va entendre une voix qui fait autorité, c'est Benodjiz, qui est l'ancien commandant de l'US Army en Europe. Merci beaucoup, général, d'être avec nous en direct. Bonsoir, mon général.